à la fin. Donc, Marianne Steiner, mon nom s'écrit de la même façon que la pédagogie Steiner, mais c'est un hasard. Donc, je ne suis pas du tout une conférencière, je suis professeure dans une école et j'avais envie de revenir un peu en amont pour vous expliquer un petit peu pourquoi je me sens un peu crédible d'être ici devant vous. Donc, j'ai choisi 3 thèmes pour parler le rythme, le mouvement, l'expression artistique, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondateur, le rythme, le rapport au temps, le mouvement, le rapport à l'espace, et l'expression artistique, le rapport à la qualité d'être et de présence. Donc, si ces thèmes sont là un petit peu prégnants pour moi, c'est que j'ai pu vraiment les déployer dans l'école Steiner où maintenant je suis professeure. Donc, je ne suis pas pour les écoles privées, je ne suis pas pour que les écoles Steiner restent des écoles hors État. On aimerait tous, je pense, toutes les écoles alternatives être au sein de l'éducation nationale, ouverte à tous les enfants. Ça n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui. On se bat pour que ça le soit peut-être demain. Et donc, j'avais mon premier enfant, quand j'ai eu mon premier enfant, je l'ai mis à l'école classique. Et si j'ai décidé après de faire un autre parcours, c'est parce que j'ai été vraiment très déçue de voir qu'il revenait de l'école et qu'il ne chantait plus et qu'il ne dessinait plus et qu'il n'était pas forcément avec le cœur d'aller à l'école. Je suis d'une famille très laïque où vraiment l'école pour tous est importante. Donc c'était pour moi pas facile de décider peut-être il faut créer autre chose. Donc déjà de chercher est-ce qu'il y a autre chose, une autre classe où il peut être mieux. Mais c'était un enfant qui était brillant à l'école parce que docile, une tête bien faite, l'envie de plaire. Donc c'était ce qu'on appelle un bon élève qui ne rencontre pas de soucis. Si sa tête marche bien, quand on s'adresse essentiellement à sa tête, il n'a pas de problème, il a même pas mal de collections de bons points. Mais moi, en tant que maman, je ne m'y retrouve pas. Parce que je sais que moi, ce qui m'a fondée dans ma confiance en moi, dans ma solidité d'être, ça n'est pas l'école. C'est plutôt le milieu familial. Le milieu familial parce que j'avais la chance, mes parents louaient une maison sur une colline, et donc on avait accès à la colline, donc j'ai pu courir tout mon sou, j'ai pu grimper aux arbres, j'ai pu escalader les rochers, et donc ça a été vraiment important pour moi. J'ai pu faire des études musicales, donc j'ai pu vraiment pouvoir chanter, danser et jouer de la musique, et je sais que c'est aussi quelque chose qui a été un ancrage fort. Et mon père étant artiste peintre, j'étais dans un milieu propice au développement des arts créatifs. Donc, quand mon père faisait venir un modèle à la maison, on dessinait tous. On était 5 enfants, on dessinait tous. Donc, le rapport à l'espace, le rapport à l'observation ont été vraiment importants pour moi. Et quand on me demande, moi, mon parcours d'écolière, donc dans une école tout à fait lambda, ce que je me rappelle, j'avoue, je ne le fais pas exprès, mais je ne me rappelle rien. De l'école primaire, rien. Sauf les récréations, les fêtes d'école et les cours de gymnastique. C'est la seule chose dont je me souviens. Je n'ai pas une image qui me vient de moi à l'intérieur d'une classe devant un bureau. Alors je pense que c'est une chance parce que ça veut dire que j'étais un petit peu rêveuse. Voilà, j'étais ailleurs, comme on dit. Ça ne m'a pas empêchée de faire une scolarité tranquille, mais ça n'a pas été ce qui m'a vraiment donné ma confiance en moi. Si bien que quand j'ai vu que David, à l'école, réussissait bien, mais parce qu'aussi à la maison, on chantait, on faisait la peinture, etc., je me suis dit, c'est trop dommage quand même qu'à l'école, avec tout le temps passé à l'école, de 8h à 4h, il n'y ait pas aussi tout cet apport de matières qui sont importantes. Et donc, à la venue de mon deuxième enfant, donc de ma fille, je me posais des questions et je me disais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, sans parler de faire mieux, mais en tout cas autrement, de donner un peu plus de place à ces matières. Et j'ai eu la chance, à cette époque-là, de me poser les questions en même temps que d'autres parents, qui avaient aussi des enfants, et qui se disaient, pourquoi pas créer une école. Donc, je suis au départ de l'école Steiner de Sorgues, c'est-à-dire que ma fille, qui a 31 ans aujourd'hui, fait partie des 10 enfants pour qui on a créé cette école, qui maintenant a 280 enfants. Et qui est donc une école qui va de l'école maternelle jusqu'au bac pendant 4 ans et qui maintenant s'arrête au seuil de la seconde. Donc, quand on a eu envie de créer une école, on n'était pas du tout à diriger nos pas vers une école Montessori, une école Steiner, une école d'Écrolly, une école Freinet. On était simplement avec le souci de
trouver quelque chose qui soit plus respirant pour nos enfants, qui soit moins pressant, enfin pressurisant. Donc, on était vraiment très ouverts à faire même un méli-mélo de plein de choses. On était très ouverts, hein, pourquoi pas un peu de ci, un peu de ça. Et si à un moment donné, cette école a pris la couleur Steiner, c'est qu'au même endroit, pratiquement, il y avait une association qui, elle, voulait faire connaître cette pédagogie, qui est très peu connue, en fait. En tout cas, elle a besoin d'être un petit peu plus connue et reconnue. Et donc, ils proposaient des week-ends d'artistique, de musique, de conférences, pour faire connaître cette pédagogie. Donc évidemment, ils voulaient faire connaître une pédagogie, nous on cherchait à créer une école, on a eu l'occasion de se rencontrer. Et ce qui a été intéressant, c'est que ça a été vraiment une rencontre. C'est-à-dire que les parents avec leurs enfants, on avait besoin d'être convaincus que c'était vraiment cette pédagogie-là qui pourrait être la pédagogie de l'école que nous choisissions. Et donc on a pris ce temps, pendant toute une année, de se rencontrer une fois par semaine pour pouvoir parler de cette école et de pouvoir la créer et de décider à un moment donné, ben oui, pourquoi pas, on veut bien essayer un jardin d'enfants Steiner. Donc, un jardin d'enfants Steiner, l'idée, c'est que les enfants sont un petit peu plus que dans la famille, hein, mais ils sont un peu au rythme d'une famille. Donc, l'idée du rythme est venue très très vite dans cette habitation du temps. Le rapport au rythme m'interpelle beaucoup parce que le rythme, c'est vraiment la ponctuation de tout ce qui occupe nos journées. Et on se rend compte que le rapport au temps, souvent c'est ça qui fait quelque chose qui tout d'un coup nous rend trop pressés ou trop étriqués. On n'a pas le temps, mais vous ne vous rendez pas compte, il y a les programmes, et puis si on fait ça, non, ça, on le fera si on a le temps. Hein. Et nous, on avait envie de pouvoir déployer le temps, de pouvoir le prendre dans le sens de se le donner. Et au jardin d'enfants, c'est vraiment ce que j'ai découvert, que les enfants, on leur donnait le temps dont ils avaient besoin. Ils avaient vraiment le temps d'être, le temps de faire. Hein, on ne leur demandait pas de résultats. Et c'était donc très agréable. Le regard qu'on a posé à ce moment-là sur mon enfant, les retours que j'en ai eus, m'ont suffisamment ému, je peux dire jusque-là, pour que j'ai envie de me former. Donc mon premier métier, c'était musicienne intervenante. J'avais été dans beaucoup d'univers différents, dont des écoles classiques. Donc je peux dire que merci aux professeurs des écoles, aux instituteurs qui sont dans les écoles, parce que je sais qu'on est capable du pire, mais du meilleur aussi. J'ai vraiment vu des personnes qui étaient complètement dévouées à leur métier et qui pouvaient faire de très belles choses, malgré la pression de la hiérarchie des bâtiments, du fait qu'on ne peut pas garder les enfants sur de la durée. Donc je sais que c'est possible. Et si je suis là aujourd'hui, c'est un petit peu pour ça aussi, parce que je suis bien consciente que les parents qui peuvent s'approcher d'une école alternative, d'abord il n'y en a pas partout, il n'y en a pas dans toutes les villes, ce n'est pas toujours possible par rapport à être d'accord avec le couple, donc on a besoin aussi que dans les écoles classiques il y ait de plus en plus de choses qui s'expérimentent et qui s'ouvrent au niveau de l'état d'esprit de comment, de ce qu'on peut faire en fait dans une classe, parce qu'on croit justement qu'on est très obligé à, mais en fait on a quand même pas mal de liberté. Et donc c'est un petit peu une intervention pour dire osez la liberté, osez prendre tout ce que vous pouvez prendre dans le contexte un peu plus serré qui est le vôtre, parce que c'est vrai que dans une école Steiner, on a beaucoup plus d'ouverture par rapport au temps, par exemple. Hein, si je parle du rythme et donc du rapport au temps, ce qui est très joyeux, c'est que si on veut donner le temps à chacun, se le donner et le donner, ça veut dire qu'on accepte qu'ils ne vont pas tous savoir lire en même temps, qu'on accepte qu'ils ne vont pas tous comprendre la même chose au même moment, hein, mais que ça n'est pas si important que ça si nous on est persuadés, ben, tu sauras lire. Il n'y a pas de souci, ben c'est vrai, aujourd'hui tu ne sais pas lire, mais ce n'est pas un souci, tu sauras lire. Et nous, si on peut garder cette affirmation tranquille face à un enfant, l'enfant, il n'y aura pas de souci. Il va petit à petit trouver les forces et la capacité de lire, puisqu'on n'a pas tous les mêmes moments où on est prêt pour ça, ou la détermination ou le besoin. Et donc de pouvoir donner ce temps à l'enfant, ça veut dire que nous, on accepte de travailler sur la durée. Donc des grandes qualités de ces écoles-là, je trouve, c'est l'accompagnement dans la durée. C'est-à-dire que moi, je suis aujourd'hui professeur de classe, donc c'est mon 3e cycle. C'est-à-dire que je prends des enfants qui ont 6-7 ans, l'âge du CP. Donc
j'évite de comparer trop, de dire c'est pas un CP, parce que justement, comme on déploie différemment les matières, on n'est pas tout à fait en face de ce qui est apprentissage. Mais on a les âges du CP, et je les ai pris et je les amène jusque vers 13-14 ans, en les accompagnant année après année, hein, donc en sachant que je ne suis pas seule, qu'il y a tout un groupe de professeurs autour, puisqu'ils ont déjà des langues, ils ont déjà des matières artistiques, des travaux manuels, des matières pour le mouvement. Donc on est toute une équipe, mais le professeur qui tient les matières français, géographie, histoire, calcul, etc., minéralogie, physique, chimie, tout ça, voilà. Hein, c'est nous. Et donc on peut porter de cette façon-là, dans la durée, autant de matières, parce qu'on décide justement que c'est une force de ne pas être spécialiste. Jusqu'à 14 ans, c'est comme si on décidait que c'était, comme l'école primaire, en fait, c'est les apprentissages premiers. Hein, on va jusqu'au moment où on emmagasine toutes les bases de tout ce qui va être le socle pour pouvoir aller dans la vie. Et donc, de pouvoir aller jusqu'à cet âge-là, ça permet que les moments de fragilité, par exemple le passage à la préadolescence, hein, le fait qu'on les connaît d'avant, hein, on n'a pas cette frontalité qu'on pourrait avoir quand on est tout de suite devant des enfants qu'on ne connaît pas, voilà, qui sont un petit peu rentre-dedans, parce que c'est leur âge d'être comme ça, et c'est bien qu'ils soient comme ça, hein, il faut qu'ils éprouvent ces limites, et nous on a simplement à rester là tranquille, à leur redire les limites où elles sont, et là où elles ne doivent pas être débordées, mais c'est bien qu'ils aient envie de s'y cogner. Donc le fait de les accompagner permet comme ça de pouvoir semer ce dont on a parlé un petit peu dans toutes les conférences, je crois, cette empathie, ce lien, cette confiance qui va pouvoir être donnée mutuellement. Donc évidemment, ça veut dire qu'on travaille aussi avec les parents, hein, de façon étroite, c'est-à-dire quand on s'approche d'une école, mais je pense toutes les écoles alternatives, c'est pas je vous confie mon enfant et j'ai confiance en vous, faites ce que vous avez à faire, mais c'est comment nous allons ensemble trouver à répondre aux besoins spécifiques de cet enfant le mieux possible, avec qui je suis, qui vous êtes, qui il est. Hein, donc voilà, c'est un partenariat, donc on va se rencontrer assez souvent pour vérifier qu'on peut se donner mutuellement cette confiance. Donc le rapport au temps est comme ça déployé un petit peu plus, et c'est là où je regrette qu'il n'y ait pas plus de possibilités. Je sais qu'il y en a de plus en plus, pour professeurs qui en tout cas les 3 premières années dans les écoles classiques peuvent faire CP, CE1, CE2, c'est déjà énorme, même si c'est des fois que 2 ans, parce que ça laisse un peu plus de temps à des enfants plus lents, parce que l'école, elle est très bien justement pour des enfants qui sont tout de suite mobiles avec la tête et qui vont vite, mais tous ceux qui sont plus rêveurs ou tous ceux qui sont plus à avoir envie de bouger, ben ceux-là, ils vont avoir besoin d'un peu plus de temps, et on fait comme si ils n'avaient pas le droit. Hein. Donc c'est important de pouvoir donner ce droit à tous les enfants, tu es comme tu es, tu as le droit d'être comme tu es, et sois heureux avec qui tu es, sois bien avec qui tu es. Nous, on va t'aider à pouvoir prouver que tu n'as pas à être quelqu'un d'autre. Hein, et donc pour cela, le fait de déployer les matières, je ne pourrais pas enseigner la minéralogie ou l'astronomie ou la physique ou la chimie si j'avais à couper mon temps sous forme d'un emploi du temps heure par heure. C'est-à-dire qu'une heure de géographie, puis on ferme les cahiers, puis on fait la dictée, puis on ferme les cahiers, puis on va en sport, puis, etc. Un enchaînement de temps qui se distribue comme ça. Et donc un autre atout qu'on se donne au niveau du rythme scolaire, c'est de travailler sous forme de période. Donc ça veut dire que quand on fait la géographie, on va prendre tout le programme de l'année, donc tout ce qu'on s'est donné comme programme. Ça ne veut pas dire que c'est forcément le programme éducation nationale, mais le programme qu'on sent qui est nourriture pour l'enfant, qui puisse se structurer sainement, avoir des choses qui vont être bonnes pour lui. Et donc, ce programme de géographie, au lieu de le découper sous forme d'heures hebdomadaires, on va le rassembler, le ramasser sous une période de 3 semaines, 4 semaines, hein, on est assez libre de voir le temps dont on a besoin, à raison des 2 heures de début de matinée, jusqu'à la première récréation. Ça ne veut pas dire qu'on prend toutes les 2 heures pour ça, mais en tout cas, voilà, on se dit bonjour, on fait l'entrée dans le rythme, on verra tout à l'heure aussi, et ensuite, on fait ce corps de matière, et on sait que ça va revenir demain et après-demain. Donc, le fait d'avoir ce temps très ramassé, ça permet aussi à des enfants qui sont plus lents
des fois de comprendre au bout de 3 jours qu'on est en géographie. Hein, ils ont eu besoin de 3 jours, ben voilà. Hein. Ça leur permet de faire leur cahier, ça leur permet de faire des exposés, ça nous permet d'avoir des invités, ça nous permet éventuellement de faire des sorties. On a tout ramassé et moi, ça me permet surtout d'avoir pu préparer la matière dans sa totalité et donc d'avoir pu voir dans la part que j'ai travaillée, qu'est-ce que je vais avoir goût, qu'est-ce que je vais avoir envie de partager, qu'est-ce que je vais avoir envie de donner un petit peu pour développer la curiosité, parce qu'en fait, on est là simplement pour ça, pour leur apprendre à eux savoir être curieux, être apprenants, se mettre au travail parce qu'ils ont ce désir de s'y mettre, et pas parce que nous, on veut qu'ils se mettent au travail. Donc nous, voilà, on est là pour leur déployer un panorama, et eux vont trouver à quel endroit ils vont pouvoir aller pour trouver leur force. Donc, le fait de travailler en période comme ça, tous ceux qui peuvent le faire, je sais que ça se fait beaucoup, je vais pas mal sur les blogs, je sais que ça se fait beaucoup pour le français et pour le calcul, puisque ces matières-là, vous les avez de toute façon incontournables et beaucoup, mais osez le faire pour d'autres matières, de vous donner du temps, donc c'est un peu la pédagogie de projet, mais essayez voilà, de partir sur une matière et de la déployer dans le temps, on la retrouve tous les matins. Ça veut dire aussi qu'on va pouvoir profiter du sommeil, de la nuit. Hein, c'est pas pour rien qu'on dort, on voit bien comment on est réparé après une journée exténuante, on a dormi, puis le matin on va mieux. On sait qu'au niveau de la mémoire aussi, il y a beaucoup de choses qui se posent sans qu'on le décide, parce que justement on les a oubliées, et donc on revient le matin et ça a bougé autrement. Donc on va aussi beaucoup se servir de cette capacité à faire une rétrospective le lendemain de ce qu'on a vu, qu'on n'avait pas tout à fait compris, mais qu'on ramène, et du coup on peut avancer. Donc ça, c'est un des éléments du rythme que je voulais amener, donc ce temps déployé, c'est-à-dire de se donner le temps. Le temps, c'est cadeau. Le temps perdu, ça n'existe pas. Hein, moi, j'ai toujours cette image qui me vient du pain perdu. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce que c'est le pain perdu. Voilà, le pain rassis qu'on pourrait jeter ou donner aux poules, il ne serait pas perdu pour autant. On le trempe dans du lait, dans de l'œuf, et puis ça devient du gâteau, en fait. Ben, le temps, c'est un peu pareil. Si on regarde, à chaque fois qu'on a pris le temps, et en français, quand on dit « j'ai pris le temps », en général, ce n'est pas négatif, c'est plutôt quelque chose qui nous a remplis. Donc je vous encourage vraiment à regarder comment vous prenez le temps. Je ne sais plus dans quel film j'ai vu récemment, ou dans un livre, je crois, dans un livre peut-être de Damasio, où si on ne donne pas son temps, ben on donne quoi alors? C'est-à-dire, avant tout, pour faire quelque chose, pour être en lien avec quelqu'un, c'est quoi qu'on donne en premier? Ben, c'est du temps. Donc n'hésitons pas à donner ce temps. Et après, à voir comment on va amener des ponctuations pour pouvoir le rendre élargi ou plus rapide, plus accéléré, parce qu'on a besoin quelquefois d'accélérer, mais sans que ça soit dans du stress, que ça soit dans quelque chose de voulu. Donc ça, c'était pour l'aspect un petit peu rythme. Donc le rythme, évidemment, c'est aussi en musique, tout simplement le temps qui va se décomposer. Donc on peut faire un petit exercice comme ça. Je le fais là, ceux qui veulent le faire debout, ceux qui préfèrent le faire assis, ceux qui veulent le faire mentalement, pareil. C'est pareil dans la classe, oser demander quelque chose et que personne ne le fasse. Ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez la joie de le faire et de savoir pourquoi vous le faites. Et après, petit à petit, il y en a qui vont venir le faire tout simplement parce que plutôt que de rien faire, je le fais, ou ma copine le fait, je le fais, et ça va se faire comme ça. Donc là, on est en fin de journée. Je sais que quand tout le monde est debout, après on ne voit plus rien, donc restez assis. Mais simplement ce petit exercice comme ça. Le matin, on a 1, 2, 3, 4. Et je tape le premier. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je tape 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je tape le troisième. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Attention, maintenant je dis 2. 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3.
Voilà, des petits exercices comme ça, tout simples, des petits exercices comme ça, tout simples. Simplement, tous les matins, on fait quelque chose comme ça. On n'a pas besoin d'autorité. On se met à le faire. Alors, si on est dans une classe où il n'y a pas de chaise, c'est encore mieux, hein, parce que du coup, on a la place. Donc, du coup, on va pouvoir enchaîner sur la notion de mouvement, qui est le lien à l'espace. Hein, et donc, ça crée quelque chose, tout d'un coup, on est tous ensemble. C'est comme si on créait une respiration ensemble. On s'est dit bonjour, on a dit éventuellement bonjour au monde, et après, on se met en route. Petit à petit, ben voilà, les pieds, les mains, les oreilles, les yeux, on se réveille un petit peu tout doucement. Ça va être plus long dans les petites classes, et puis petit à petit, moins long dans les plus grandes classes. Ça sera peut-être des poésies qui vont s'ajouter, ou des chants, de la polyphonie. Mais en tout cas, de garder un moment rythmique en début de journée, au moment où on s'accorde un petit peu avant de partir ensemble, c'est aussi très bénéfique. Et ça, j'ai pu en voir vraiment les atouts et j'ai pu récolter de voir ce que ça donnait comme force à chacun. Alors, le mouvement. Si je tiens aussi à parler du mouvement, c'est que j'ai fait une expérience dans mon dernier cycle, donc la classe que j'ai actuellement. Donc actuellement, je suis avec eux dans leur 7e année, ça veut dire dans leur 7e année de cours avec moi, ça veut dire qu'ils ont 12-13 ans. Et je les ai eus donc quand ils avaient 6-7 ans. Et quand je commence ce nouveau cycle, je me dis, les enfants, ils ont besoin de bouger. C'est important pour eux de bouger. Et si on est avec une classe saturée de bureaux, c'est plus difficile de bouger. Alors évidemment, on peut, hein, on met des patins au bureau, des balles de tennis au bureau, et après on peut les pousser, ça ne fait pas de bruit. On a des chansons, nous poussons les bureaux dans la classe, nous poussons les bureaux, nous faisons de la place. Puis on a une place qui est un petit peu agrandie, mais on a quand même quelque chose qui est gelé dans l'espace de ces bureaux qui prennent trop de place. Et donc, j'ai voulu essayer. Donc, il y a tout un courant de la pédagogie qui s'appelle la pédagogie en mouvement, justement, pédagogie intuitive, pédagogie en mouvement, qui a un mobilier adapté, hein, des petits bancs qui peuvent servir à la fois de siège et à la fois de bureau, et on est assis sur des coussins quand on s'en sert de bureau. Nous, on n'avait pas l'argent pour ce mobilier-là, et moi j'ai dit, mais je préfère rien avoir plutôt que ces bureaux, avec en plus ces sièges attachés, enfin voilà, c'était des gros machins. Donc je me dis, je préfère commencer, pourquoi pas, sans bureau. Donc, je suis dans une école, dans une équipe, je ne peux pas décider ça toute seule. Donc, je demande d'abord au collège des professeurs, donc l'ensemble des professeurs, on se voit toutes les semaines pour discuter de tout ce que nous avons à faire. Et donc, ils me connaissent suffisamment pour me donner cette confiance, de me dire, ben, écoute, pourquoi pas, de toute façon, il sera toujours temps de remettre les bureaux si ça ne va pas. Donc, je me dis, je ne peux pas non plus le faire sans demander l'accord des parents. Donc, je vois les parents et je leur demande s'ils sont d'accord pour que je commence cette expérience, c'est-à-dire qu'on aurait l'école sans bureau. Et pareil, voilà, ils me connaissaient puisque j'étais déjà depuis longtemps dans l'école, ils m'ont donné cette confiance et on a essayé. Et là, je vous promets, c'était des cadeaux. Du fait que je n'avais jamais exercé dans une classe sans bureau, je ne pouvais pas dire il faut faire comme ça. Mettez-vous là, etc. Donc, du coup, c'était quelque chose de très ouvert. Et les enfants, du coup, m'ont appris, m'ont montré, justement, combien nous, on est dressés, combien on est empêchés par nos représentations d'adultes ou de ce qu'on a vécu en tant qu'enfant pour ne pas laisser faire quelque chose. Donc, on était le plus souvent, pour commencer, en cercle, tous en rond. Donc, on avait des petits coussins qu'on avait remplis de balles d'épeautre. Et après, il y a le moment où on écrit. Parce que si on regarde bien, le moment le plus important où on a besoin vraiment d'un bureau, c'est le moment où on écrit dans un cahier. Et si on regarde dans les petites classes ce temps-là par rapport à tout le reste, est-ce que ce pourcentage-là justifie qu'on ait les bureaux tout le temps, hein? Et j'ai regardé, donc il y avait des enfants qui écrivaient en étant à genoux comme ça, il y en a qui écrivaient en étant dans une position de scribe comme ça, il y en a qui étaient dans une position comme ça, il y en a qui osaient même se mettre à plat ventre. Donc moi je me disais, mais comment il fait pour être comme ça, confortable? Donc j'essayais moi le soir chez moi, je dis, moi je ne peux pas, hein, mais je lui fais confiance que si lui le fait, c'est qu'il est bien. Puisque je ne lui ai pas obligé à prendre cette position, s'il la prend, c'est qu'il est bien. Et si j'observais, je voyais bien qu'il ne la gardait pas longtemps et qu'après, il en prenait une autre. Donc, en fait, il était dans une mobilité de position. Ensuite, ça arrive quelquefois qu'on a des choses à copier sur un tableau. Donc, à ce moment-là, tous les enfants se tournaient avec leur cahier devant le tableau. Et j'en voyais un
qui était avec son cahier, comme ça, et puis il était comme ça, et puis il écrivait, et puis il était comme ça, et puis il écrivait. Donc moi, je viens vers lui et je lui dis, tu sais, tu seras mieux si tu mets ton cahier et puis que tu regardes le tableau. Donc il me regarde, il n'a pas envie d'être contre moi, il a fait. Puis j'ai bien vu, en ayant été voir après d'autres enfants, qui s'étaient remis dans cette position-là. Et en fait, il avait trouvé tout seul une façon d'assouvir un besoin de mouvement qui était le sien. Et moi, de quel droit j'allais lui dire, mais non, fais autrement, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça gênait personne, ni moi, ni les autres. Et donc, de pouvoir laisser cette possibilité-là, ça mettait beaucoup de respiration dans la classe. Dans une classe, il y a aussi le placement. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas envie d'aller à l'école, pas parce qu'ils n'aiment pas la maîtresse, pas parce qu'ils n'aiment pas la matière, mais parce que derrière, il y a un tel, ou je suis à côté d'un tel. Il y a aussi ça qui est problématique. On ne peut pas toujours être dans une situation où tout le monde est bien à côté de qui il est, pour des raisons très diverses qui appartiennent à chacun. Et donc cette position qui était très libre permettait justement que chacun pouvait être à l'endroit où il voulait, au besoin changer de place, si en cours à un moment donné ça n'allait pas. Même moi, je pouvais donner à un moment donné une proposition de dire si tu changes de place, peut-être ça ira mieux, sans avoir à dégager les casiers, etc. Donc autoriser le mouvement, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est aussi une des clés pour moins utiliser cette autorité et ce côté un peu punition, voilà, comme si l'enfant... Il y a des enfants qui ont besoin de bouger, donc de voir comment nous, on a la limite, jusqu'où elle peut aller, et qu'est-ce qu'on peut installer dans la classe. Est-ce qu'on doit demander pour aller aux toilettes, on en a déjà parlé, etc. Tout ça, de mettre ces choses-là en place pour que l'enfant sente qu'on a confiance en lui. Et si l'enfant, il sent qu'on a confiance en lui, qu'on croit en ses potentialités, et bien forcément, il va y arriver. Et après, si on ne met pas la pression, j'ai confiance en toi, mais à condition que tu y arrives à ce moment-là. Ben non, on a confiance. J'ai confiance en toi, même si tu lis dans 4 ans. J'ai continué à avoir confiance en toi. Donc ces petites choses-là, donc nous, on a la chance de mettre moins le focus sur le résultat, de rester plus dans des processus, c'est-à-dire qu'on est sur un chemin, on avance, on fait un pas après l'autre. Évidemment qu'on va arriver quelque part, donc on n'a pas besoin de s'en soucier, donc on est tranquillement sur le chemin et chacun avance avec le rythme dont il a besoin. Alors, comme je sais que le temps court un peu, puis que je veux rester ouvert sur l'espace de questions, alors c'est juste des petites choses que je sème comme ça par rapport à ce que j'ai trouvé qui sont des trésors, et je me dis, ben voilà, je les partage, et chacun les prend ou pas, suivant qui il est, et suivant les conditions dans lesquelles il travaille. Au niveau de l'expression artistique, donc pour moi, l'expression artistique, c'est vraiment ce qui contribue à la qualité d'être. C'est ce qui permet justement de se rendre compte qu'il n'y a pas des choses qui sont finies, figées, mais que tout est toujours possible à métamorphose, à transformation, que le regard d'un tel et le regard d'un autre, c'est complètement différent. Donc on peut faire dans nos écoles des exercices de peinture qui peuvent paraître être comme c'est des exercices un petit peu didactiques, c'est-à-dire voilà, tu fais comme ça, on n'a que le bleu, on utilise ce format-là et on a une image, etc. Et donc on a la même consigne pour tout le monde avec la même couleur et après on va positionner les feuilles soit au sol pour les regarder, soit sur un mur et on va voir qu'on a que des individualités. Donc il ne faut pas avoir peur non plus à un moment donné de donner une même consigne. On va quand même être attentif à l'individualité, à condition de ne pas lui dire « Ah ben tu vois, toi là tu as fait une grosse coulure, tu devrais faire comme lui ». Si on ne met pas de la comparaison après, si on ne ramène pas ça à un niveau qu'on a décidé, si on est simplement dans l'accueil, ben toi avec le bleu aujourd'hui, regarde, c'est ça que tu as fait. Il y a des enfants qui, des fois, ne sont pas contents d'eux. Donc là, il faut qu'on leur apprenne déjà à eux à accueillir. Ben, toi, c'est dommage que tu ne l'accueilles pas, ta peinture, parce que ta peinture, elle a besoin d'être accueillie. Donc, je vois bien que tu n'es pas content de toi aujourd'hui, mais elle a quand même besoin d'être accueillie, cette peinture. C'est ce que tu as fait aujourd'hui. Donc, d'apprendre à se suffire de ce qu'on est en fait, mais de s'en suffire joyeusement, c'est-à-dire je suis content d'être ce que je suis, parce que demain je serai un peu plus et encore un peu plus. Donc l'artistique, évidemment comme pratique à donner, donc un des gros phares aussi de cette pédagogie, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les matières.
C'est aussi important de savoir bien tricoter, de savoir bien peindre, de savoir bien monter à la corde, de savoir bien calculer, hein, ou pas faire de faute d'orthographe. Voilà, c'est vraiment aussi important. Il n'y a pas de hiérarchie, en tout cas qualitative. Qualitativement, on est tous joyeux d'avoir des mains sur lesquelles on peut compter, ou d'avoir un corps qui répond bien à tout ce que je lui demande, ou d'avoir une tête qui comprend du premier coup parce que c'est ma force. Hein. Mais pourquoi comparer et dire « Ah, c'est dommage, tu as des bonnes mains, on aurait préféré que tu aies une bonne tête ». Ben non, il n'y a aucune raison. Le monde a besoin de tout ça. Et petit à petit, donc on différencie vraiment ces 3 pôles dans notre pédagogie, pas pour les différencier, mais pour être sûr de ne pas en oublier un en route. C'est-à-dire qu'on vérifie qu'on, dans un cours, on s'est bien adressé autant à la tête qu'au pôle émotionnel, justement, voilà, de l'artistique, de cette amplitude-là, du pôle rythmique, qu'au pôle volontaire. Hein, parce qu'il y a des enfants qui sont plus dans le mode volontaire, d'autres plus dans le mode artistique, d'autres plus dans le mode cognitif. Et si on fait toujours que du cognitif, ben, les autres, ils se disent « Ah ben moi, je préférais être la copine. » Parce que si j'étais la copine, j'y arriverais mieux. Et donc, on n'arrive pas à être bien avec qui on est. Hein, donc, c'est important. Et l'artistique permet vraiment ça. Permet petit à petit de voir qu'on est tous avec nos qualités et nos forces et nos vulnérabilités. Bon, je pourrais continuer encore, évidemment, sur plein de choses. Je préfère qu'on ouvre tout de suite l'espace de questions. Comme ça, voilà, je réponds à des vrais besoins, plutôt que de vous envoyer des choses peut-être qui ne sont pas les bonnes. Question. Alors, soit par rapport au rythme, au mouvement et à l'artistique, soit par rapport aux écoles Steiner en général. Si je ne sais pas répondre, je dirais je ne sais pas. Première question. Bonjour, merci. Avant tout, je voulais vous demander une chose qui m'a frappée, qui est à propos de... Il semble que vous avez commencé en donnant, disons, l'image de comment est important, avec l'exercice que vous avez décrivé sur faire les choses ensemble, se synchroniser au commencement de la journée, cet exercice 1, 2, 3, 4 que vous avez montré. Et après maintenant, vous venez de dire que c'est toujours important de laisser les enfants libres de faire les choses à son propre rythme comme ça. Et comment on peut mettre deux choses ensemble quand on a un groupe de 25 enfants ou mieux des adolescents? Alors, je suis en ce moment avec des préadolescents, justement, mais on ne fait pas tout en même temps. Ce qui est important, c'est qu'on est dans la journée mis un petit peu de tous pour que chacun s'y retrouve. Mais c'est important que dans une journée, il y ait des moments où on est réussi à être tous ensemble, le mieux qu'on peut. Si en étant tous ensemble, on observe, il y en a deux qui n'y sont pas, nous on aura juste observé, quand on était tous ensemble, eux ils n'étaient pas avec nous. Mais c'est une observation. Après, si on se rend compte que ça l'aiderait, qu'on aille lui dire quelque chose, qu'on l'aide, on peut le faire. Mais si on se rend compte que ça gêne ni le groupe ni lui, puis qu'un autre jour il va venir, on va laisser faire. Hein, et à d'autres moments, même quand on laisse de la liberté, hein, donc on dit souvent les écoles Steiner vers la liberté c'est pas je fais ce que je veux. Hein, il y a quand même toujours le cadre, il y a toujours des données de début qui sont précises parce que le cadre donne la liberté. C'est parce que le cadre est précis que je peux me déployer à l'intérieur. On a fait récemment avec ma classe un exercice en géométrie, donc, et ils ont fait un cercle. Dans ce cercle, ils ont d'abord divisé en 6, puisque le cercle c'est facile à diviser en 6 avec le compas, et ils ont fait un premier triangle équilatéral. Ensuite, ils font un autre triangle équilatéral, donc on a comme une étoile, hein, et cette étoile provoque d'autres petits triangles. Avec ces petites étoiles, ils refont une petite étoile, ils refont un cercle autour, et donc on a de nouveau une petite étoile avec des petits triangles. Et ils refont un cercle autour, et ils se rendent compte que dans ce cadre, qui est pourtant bien fermé, c'est un premier cercle, on peut aller à l'infini. On peut ne pas s'arrêter. Hein, et de voir que l'infini est dans un espace fini, ça nous donne des éléments de compréhension pourquoi le cadre est important. C'est que le cadre, il n'empêche pas notre liberté. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est comme quand on dit, voilà, le monde est vaste, le monde c'est un tout, et à l'intérieur on est aussi vaste. Ben non, le monde il ne peut pas rentrer en moi, mais si.
Il peut, bien sûr, parce que la capacité d'imagination, donc c'est ça qui est important. Et par des petits exercices qui vont être juxtaposés. Donc voilà, le moment rythmique en début de journée, c'est ce qui est le mieux. Un moment de géométrie ou de géométrie à main levée ou de dessin de forme, ça sera plutôt après une récréation. Mais c'est pareil, il n'y a pas de « il faut » ou « on doit ». Ça, c'est chacun qui, avec la potentialité qu'il a lui-même, la classe qui est devant lui, le jour dans l'état, qui va faire une proposition qui va être juste posée à ce moment-là, hein, en étant aussi avec le but qu'on apprend à parler, à écrire, à penser, etc., avec tout ce qu'on propose. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question pratique, en fait. Vous êtes donc la seule intervenante avec un groupe d'élèves pendant plusieurs années? Non. Et combien il y a d'élèves? Enfin, j'ai plusieurs questions parce que j'arrive pas à voir concrètement, par exemple, le déroulé d'une journée, d'une semaine, ou si vous êtes plusieurs avec le même groupe d'élèves, si les élèves changent de classe. Enfin, Alors, c'est des classes, c'est une école à part entière, c'est une classe. Moi, je pourrais être professeur des écoles, c'est-à-dire ça serait mon statut, sauf qu'on a d'autres intervenants dans l'emploi du temps pour tout ce qui sont les matières qu'on va distribuer hebdomadairement, justement. Donc, on va avoir les travaux manuels. Travaux manuels, c'est un professeur de travaux manuels qui va faire tricoter, crocheter, broder, coudre. Après, on a un professeur de bois. Hein, à partir de la 6e, à 12 ans, ils arrêtent les matières molles, on va dire, et c'est plutôt les matières dures. Donc, à partir de la 6e, on a un professeur d'art à partir de la 6e aussi. Avant, c'est le professeur de classe qui le fait, donc je faisais l'art avec eux avant. On a un professeur de rythmie, donc ça, c'est une discipline du mouvement c'est un peu difficile à dire si vite comme ça, mais qui pourrait rendre visible la parole et la musique. Donc on a la musique en direct ou alors la poésie et on bouge ça, hein, de façon très sociale puisqu'on bouge ensemble sur des mouvements donnés. Donc on est une équipe, mais le professeur de classe, c'est lui qui tient la classe. C'est lui qui est là avec les enfants toute la journée. Ils sont combien? Alors moi j'ai une classe en ce moment de 26. On a des classes de 20. On se demande en ce moment si dans le primaire, on ne reste pas des petits effectifs pour ne pas les dédoubler parce que ça coûte plus cher dès qu'il faut doubler les professeurs. Mais voilà, donc on est dans des questionnements aussi. Mais on peut avoir des grandes classes parce que pour nous, ce n'est pas un souci puisqu'on donne la même chose à tout le monde, mais on va respecter et accueillir que chacun ne va pas prendre la même chose. C'est-à-dire qu'on n'exige pas que tout le monde prenne ce que j'ai donné. Hein, j'ai dit, ben moi je t'ai donné tout ça, tu manges tout ça. Hein, c'est un peu comme l'alimentation. Hein, voilà, j'ai fait du riz avec des poivrons, des olives et des anchois, tu manges tout. Ben non, il y en a qui vont manger que du riz, il y en a qui vont en prendre 2 fois, il y en a qui vont trier tous les poivrons. Et nous, on observe. Tiens, lui, quand je donne ce plat-là, il trie les poivrons. Tiens, lui, il prend 2 fois du plat, il mange tout. Tiens, lui, si je lui demande ce qu'il a mangé, pourtant il a tout mangé, il est incapable de me dire ce qu'il a mangé. Et lui, il a mangé que ça, mais il est capable de me dire le goût que ça avait, ce que ça lui a donné. Donc nous, on est juste dans cette observation, cette différenciation, pour petit à petit comprendre, mais qui tu es, toi. Hein, du coup, il n'y a pas d'évaluation comme on a... Alors, il n'y a pas d'évaluation de la même façon que dans le système classique, mais il y a tout le temps de l'évaluation. Ce que je viens de vous dire, c'est de l'évaluation. Du moment qu'on pose un regard sur quelque chose, on évalue quelque chose. On essaye que ça ne soit pas comparativement à quelqu'un, pas comparativement à un niveau, hein, mais plutôt comparativement à l'enfant lui-même. Si on le connaît bien, on sait quand il a fait le mieux qu'il peut. Et nous, ce qu'on lui demande, c'est « tu fais le mieux que tu peux ». Mais c'est ce que je me demande à moi aussi. Hein, donc à chaque fois, le soir, je me dis, est-ce que tu as fait le mieux que tu peux? Peut-être là, au moment où tu as dit ça à tel enfant, pas tout à fait. Donc comment tu répares ça demain? Et pareil pour l'enfant. Hein, les enfants qui arrivent en cours de cursus, donc on a la classe, ils arrivent d'un cursus où justement il fallait du rendement, il fallait du résultat, etc. Et puis ils voient que je dis merci pour ton travail. Il y a un enfant qui a écrit peut-être 3-4 lignes. Hein. Et lui, il me rend une page et puis je lui dis merci, mais sans plus. Et il va dire moi j'ai fait tout ça et je dis oui, mais toi tais-toi. Et elle, c'est elle. Je veux dire, voilà, on ne peut pas comparer. Donc, moi, je te regarde par rapport à toi. Et au début, ça grince un peu parce qu'ils ont l'impression d'injustice. Et petit à petit, c'est au contraire le sentiment profond d'être reconnu. Ah, elle m'a vu. Elle a vu qui j'étais. Elle sait ce dont j'ai besoin, ce dont je suis capable. Ouais. Une autre question? Oui. J'avais prévu aussi de montrer comment on fait les tables de multiplication, mais bon, ça demande du temps, ça demande
Donc ça sera pour une prochaine fois. On essaye que le ludique aussi vienne beaucoup, la joie, la joie, le ludique, mais ça veut dire que nous, on est aussi comme ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit enthousiaste, il faut qu'on soit joyeux. C'est-à-dire que si à un moment donné, je dois amener quelque chose et que je ne me sens pas prête, ben je ne le fais pas, tout simplement, je vais faire autre chose. Hein. Il vaut mieux quelque chose qui n'était pas préparé, mais où on est dedans et c'est joyeux, même quitte à les faire sortir dans la cour et puis jouer ce jour-là, plutôt que de se forcer à quelque chose qui va forcément être durci. Si c'est durci en nous, ça va être durci vers eux. Hein, donc voilà, donc petit à petit, on essaye de s'écouter aussi. Mais ce temps déployé permet beaucoup plus de choses. On est moins à courir après le temps, en fait. Bonjour. Merci pour votre intervention. Et donc moi, je suis pédagogue, sophrologue et je connais bien l'enseignement Steiner. J'aurais bien aimé avoir votre apport sur les écrans et leur interaction avec les enfants en fonction de leur âge. Bon, je sais que là, on n'a pas beaucoup de temps pour tout déployer, mais je trouve dommage que ça n'ait pas été abordé parce que c'est un sujet hyper fort. Il y a des colloques qui se font régulièrement, notamment sur Paris, des collectifs de médecins qui se mettent en place. Il y a des choses très importantes qui se passent par rapport aux conséquences des écrans pour les enfants. Donc, je sais que dans les écoles Steiner, on ne les utilise pas avant l'adolescence. Donc, j'aurais aimé avoir votre avis sur ce point. Alors, merci. oui, on commence à avoir de la chance que c'est de plus en plus dit dans les médias que c'est pas une bonne chose que les tout petits enfants soient devant les écrans. Donc nous, c'est évident, voilà, au jardin d'enfants, pas d'écran du tout, mais même presque pas beaucoup de livres non plus, puisqu'ils sont dans le jeu, ils sont dans la nature, ils sont dans les éléments. Ensuite, dans le primaire, il n'y a pas vraiment d'intérêt non plus, puisqu'on est dans le contact direct, on fait ensemble. On ne va pas l'interdire à la maison et on va essayer de rentrer en relation avec les parents quand on a peur qu'il y ait un trop. Hein, mais sans pareil être juge, on va simplement dire, ben voilà, j'ai tout d'un coup peur qu'il y ait trop. On va poser ça comme ça. Quelquefois, ça suffit pour réguler quelque chose, hein, et quelquefois, ben voilà, ça reste comme ça. Et chacun peut faire les pas qu'il est capable de faire. Donc, on ne peut pas, nous, être juge. Hein. On peut donner un sentiment, on peut dire, voilà, j'ai l'impression que c'est trop, mais c'est tout. Dans ma classe, par exemple, depuis la 6e, il y a 2 ordinateurs au fond de la classe pour du traitement de texte. C'est-à-dire que les enfants, justement des enfants qui ont plus de mal à l'écriture, pour qui l'écriture est quelque chose de difficile, de douloureux même, il y en a qui préfèrent écrire directement à l'ordinateur pour inventer une histoire ou pour faire un compte-rendu d'expérience. Ils vont à l'ordinateur. J'ai pas Internet dans la classe. Il faudrait qu'on ait Internet dans la classe à partir de ce qu'on appelle 9e, 10e classe, c'est-à-dire 3e, etc. Pour le moment, c'est des questions de moyens. Dans nos écoles, on a l'image un peu qu'on est des écoles de riches parce qu'il faut payer, mais on est des écoles de pauvres. Venez voir nos écoles, on a des locaux, voilà, ils sont, en tout cas en France. En Allemagne, c'est autre chose, mais en France, voilà, on est vraiment avec 2 bouts de ficelle et 4 bouts de chandelle. Hein. C'est vraiment... les professeurs font un effort pour pas se faire payer trop cher, pour que ça augmente pas le prix. Il n'y a pas de femme de ménage, c'est les parents qui le font à tour de rôle. Le secrétariat, il y a du bénévolat qui vient. Les locaux qui sont entretenus, c'est des week-ends réguliers où les parents viennent, des chantiers, les professeurs viennent aussi. Voilà, ce qu'on ne pense pas, c'est qu'avec l'éducation nationale, il y a aussi tout ça, tout cet entretien des locaux, quand on a créé une école alternative, ben, il faut porter tout ça. Donc en plus de notre métier de professeur, de pédagogue, on porte un petit peu aussi la gestion des écoles. On essaye aussi qu'il n'y ait pas une hiérarchie de direction, hein, donc il y a plutôt des conseils de direction et puis d'être dans des commissions. Mais voilà, ça se cherche encore. Hein, on est encore à chercher des formes nouvelles pour l'école de demain, pour répondre aux exigences des adultes et des enfants. Est-ce qu'il reste encore une question? Non? Je pense que c'est l'heure de la pause. Mais je vous remercie pour votre attention.